Corps. Accord. Corps. Corps à corps. Et je vous l'ai dit, donc, élection, enfin je vous l'ai dit, vous l'avez surtout entendu partout, élection de Vladimir Poutine, ça c'est certain, en grande pompe avec plus de 87,28% des voix pour le président russe Vladimir Poutine. Alors beaucoup de pays l'ont félicité, on va revenir d'ailleurs, je vais vous montrer des cartes après, c'est très intéressant de voir les pays qui l'ont félicité. Et beaucoup de pays, enfin tout l'Occident a marqué ses distances, tout l'OTAN a marqué ses distances, sauf Erdogan, la Turquie, qui l'a également félicité, avec des phrases, des expressions sorties donc à chaque fois des représentants des pays de l'Occident pour bien montrer leur distance. Je vous donne quelques exemples. Charles Michel, pardon, président du Conseil européen. Alors lui, il a présenté un tweet sarcastique à l'adresse du président. Au début au début du lancement des élections, je tiens à féliciter Vladimir Poutine pour sa victoire écrasante aux élections, alors que donc le processus n'était pas terminé. Donc évidemment, c'était humoristique pour dire qu'il connaissait déjà la fin du processus. Puis ensuite, il a fait un tweet pour continuer. Pas d'opposition, pas de liberté, pas de choix. Voilà le rappel de Charles Michel contre la fausse démocratie russe, pour reprendre ses propos. Les Américains ont dit que c'était un processus incroyablement antidémocratique. Voilà ce qu'a dit Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain. Je le cite encore, je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura probablement pas d'appel de félicitations de la part des États-Unis, a-t-il poursuivi. Alors au Quai d'Orsay, on a pris acte, je cite, de la victoire de Vladimir Poutine, affirmant donc que les conditions d'une élection libre n'avaient pas été réunies. En Allemagne encore, le ministre des Affaires étrangères a parlé d'un simulacre de démocratie. Donc vous voyez bien, prise de distance très importante des pays de l'Occident et de l'OTAN également, comme je vous le disais. Comme on peut le voir à travers ses propos et ses annonces. Alors, du point de vue médiatique, on a vu aussi des images intéressantes de nos journalistes. On a vu notamment BFM tenter à tout prix sur place en Russie de trouver des Russes qui diraient du mal de Vladimir Poutine. Ça existe, j'en connais, mais eux, visiblement, ils ont eu du mal, ils ont peiné. Alors, je voudrais vous montrer, c'est assez intéressant tout de même, le contraste entre la vue sur la place rouge du Kremlin et puis une des interprétations de nos journalistes chez nous à BFM. On commence par la place rouge au moment de la victoire de Vladimir Poutine. Voilà, donc là, on va pas laisser tout l'hymne. On voit en tout cas une place pleine, des drapeaux. Donc ça, c'est évidemment une image souhaitée, organisée par Vladimir Poutine, qui voulait montrer ce soutien massif. Moi, j'en connais d'autres, comme notre président Emmanuel Macron, qui souhaite montrer des places pleines. Bon, on resserre un peu plus l'image. D'ailleurs, là aussi, on vous a dit que c'était parce que l'image avait été resserrée. Bon, là, pour le coup, pour resserrer sur la place du Kremlin, il faut le faire. On n'est pas sur les mêmes distances. Mais c'est pas grave. Et pareil, toujours dans ces interprétations amusantes de la France pour tenter d'amoindrir l'effet de la vague russe de Poutine, il y a la questionnement sur la sécurité notamment qui a été mise en place. Écoutez ça, c'est assez intéressant. C'est sur BFM, autour donc de Alexander Makogonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie. Écoutez ça. Visiblement, il n'y avait aucune place à l'improvisation lors de cette célébration sur la place rouge, ce qui pose question quand même lorsqu'un président a été réélu, soi-disant triomphalement, avec 87% des voix. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un moment assez particulier. Vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui, là, pour la Russie. Donc là, les mesures de sécurité, surtout sur la place rouge, c'est une chose prioritaire. Donc là, tout le dispositif qui a été mis en place au niveau policier et sécuritaire, donc là, ça justifie... En fait, c'est complètement justifié parce que illustration là, quand même, parfaite, Monsieur Makogonov, avec que notre M. Poutine est menacé à l'intérieur de son propre pays. Non. Comment il est Si, menacé? vous venez de Non. le dire. Regardez.
Il est menacé à l'intérieur. Vous savez, vous pouvez inventer tout type d'hypothèses, mais vous avez tout vu hier, vous avez tout vu aujourd'hui avec un soutien, avec un tel soutien. Donc là, il ne peut être que soutenu. Les menaces, bien sûr, mais il y en a. Alors voilà, intéressant. Je précise immédiatement que, évidemment, qu'il y a eu des pressions au vote en Russie. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Des pressions directes, indirectes, grosse pression aussi pour aller voter. Je le sais, moi j'ai des témoignages là-bas, dans des écoles, dans des entreprises, on leur disait c'est l'heure, il faut que tu ailles voter. Et des chefs d'entreprise qui demandent pour qui va voter la personne, le salarié. Donc évidemment qu'il y a des pressions. Mais de là à dire que comme il y a une sécurité autour de Vladimir Poutine se sent en danger par son propre peuple, on peut avoir des réflexions cohérentes et intelligentes. On n'est pas obligé d'aller tout de suite dans l'accusation infondée, comme l'a fait Roselyne Bachelot. Voilà, c'était pour montrer à quel point les Français veulent à tout prix critiquer quelque chose sans avoir forcément d'éléments. Alors, mais au-delà de BFM et des idioties, ce qui est intéressant, donc, c'est cette nouvelle carte du monde qui se dessine à travers le soutien, finalement, et la méfiance, pour le dire gentiment, autour de Vladimir Poutine, un monde divisé en deux blocs. Et des blocs, c'est très intéressant. J'ai des cartes après, je vais vous les montrer. Et la question qui va se poser aussi, c'est sommes-nous vraiment dans le bon bloc? Est-ce qu'on a fait la bonne analyse? Est-ce qu'on a raison, finalement, de toujours marquer nos distances dans tous les cas avec la Russie? Bon, là, il y a la guerre, mais avant, on l'avait déjà commencé à marquer cette distance. C'est toutes ces questions-là qui vont se poser avec Nicolas Mirkovic et Pierre-Emmanuel Thoman. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes essayiste, géopolitologue et auteur de nombreux ouvrages, dont Le chaos ukrainien et l'Amérique Empire. J'ai pas immédiatement le... Est-ce que vous pouvez me redonner la maison d'édition? Pour l'Amérique Empire, c'est les éditions Temporis. Voilà, Temporis. Et pour le chaos ukrainien, c'est Publish Room Factory. Voilà. Merci de ce rappel. Et puis Pierre-Emmanuel Thoman, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en géopolitique, enseignant et rédacteur notamment du blog Eurocontinent. Alors, pour commencer peut-être à revenir tout simplement sur les différentes prises de parole, Conseil européen, américain, France, Allemagne, sur ce simulacre de démocratie. Si vous avez tous les deux peut-être une réflexion à faire avant d'aller sur l'analyse plus mondiale. Pierre-Emmanuel Thoman, on va commencer avec vous. C'est tout à fait significatif en fait de la guerre cognitive qui se produit en ce moment entre ce qu'on appelle le camp atlantiste, qui prône une idéologie euro-atlantiste exclusive et qui a désigné en fait la Russie comme son ennemi, et la Russie, qui est un pays eurasien mais aussi européen, et qui a un modèle alternatif à cette Union européenne intégrée dans l'espace euro-atlantiste, cette périphérie de l'OTAN dominée par Washington. Et donc tous les gouvernements des États membres de l'Union européenne et de l'OTAN, à part des exceptions comme aujourd'hui la Hongrie, la Slovaquie, eh bien, portent un narratif anti-russe, parce que la Russie est devenue, je dirais, le bouc émissaire de tous les problèmes du grand Occident, qui est en fissuration géopolitique, en retrait géopolitique depuis 2015, depuis l'intervention russe en Syrie, et qui perd du terrain dans l'arène mondiale. Et donc, évidemment, une élection avec un plébiscite de cette ampleur des Russes vis-à-vis de Vladimir Poutine, ça ne fait pas plaisir et ça fait peur. Parce que la Russie est unie, même s'il y a énormément d'opinions différentes. Et je voudrais juste ajouter, par exemple, de mon expérience personnelle, même des Russes qui étaient favorables à l'Union européenne, peut-être à une espèce de forme d'occidentalisation, européanisation, eh bien depuis l'opération spéciale et les critiques incessantes et la culture d'annulation de la Russie par ces élites américanisées en fait occidentales, eh bien ils soutiennent la Russie.
ils soutiennent Vladimir Poutine parce que c'est le président en place qui protège la Russie, parce qu'ils savent que l'étape prochaine, si la Russie perdait, c'est le démantèlement de la Russie, la fragmentation géopolitique de la Russie qui est recherchée par Washington et ses protectorats, parce qu'évidemment, malheureusement, les pays de l'Union européenne ne sont pas souverains, il faut le répéter. Ils sont sous le parapluie nucléaire américain, à part la France qui a l'arme nucléaire, et donc explique tous ces dans les médias, ces gouvernements à la botte en fait des États-Unis, et tous les médias mainstream, eh bien, répètent comme des perroquets le narratif officiel. Voilà mon interprétation. Oui. Nicolas Mirkovic, sur cette question, d'abord autour de l'élection de Vladimir Poutine et les critiques qu'on a pu entendre en Occident et en France en particulier. Je suis d'accord avec l'analyse de Pierre-Emmanuel. Évidemment, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Aujourd'hui, la Russie est dans le collimateur du monde atlantiste pour une simple et bonne raison. C'est que la Russie ne se soumet pas à cette espèce de nouvel ordre mondial, au programme mondialiste, que les Américains et on va dire les castes atlantistes européennes et d'autres pays, on peut rajouter la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, suivent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce projet mondialiste est un projet sans frontières, c'est un projet qui est dicté par une élite, on va dire, américaine qui porte bien mal son nom et qui veut tout simplement des marchés ouverts pour des productions américaines, pour les productions des amis des Américains et pour avoir un accès aux ressources naturelles des pays. La Russie a essayé de jouer le jeu quand l'URSS s'est écroulée. La Russie a fait beaucoup d'efforts, comme d'autres pays de l'ex-bloc soviétique et ailleurs dans le monde, pour travailler, collaborer avec l'Union européenne. On se souvient du discours de Berlin où Vladimir Poutine parle d'une nouvelle architecture de l'Europe. C'était le terme qui était employé par Gorbatchev, c'était l'esprit du temps. On voulait abattre, finir avec la guerre froide et construire un monde de paix. Et à ce moment-là, les États-Unis n'ont pas cherché ce monde de paix, ils ont cherché à avancer leurs pions. Donc ils ont avancé leurs pions à travers des bases de l'OTAN qui ont cessé de se rapprocher de la Russie malgré les promesses de ne pas se rapprocher un pouce vers l'Est. C'est l'expression même de James Baker, l'ancien secrétaire d'État américain. Et les Russes, au bout d'un moment, et via l'Union européenne aussi, parce que ces pays qui rentrent dans l'Union européenne qui a des racines clairement américaines, et je l'explique dans mon livre L'Amérique Empire, c'est un grand, pour Zbigniew Brzezinski, l'Union européenne est un protectorat américain. Donc, on va dire cette espèce de sous faux drapeau fausse bannière, on est en train d'avancer, le mondialisme, c'est un monde de paix. À vrai dire, c'est le modèle impérial américain. Le mondialisme, c'est un cache-sexe du modèle impérial américain. Et la Russie a résisté. Et d'autres pays voudraient résister, mais ils ne peuvent pas, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays sont tributaires d'instruments, d'outils, d'organisations qui ont été mises en place par les Atlantistes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le FMI, la Banque mondiale. Quel est le programme ? On vous demande de dérégulariser vos économies, on vous demande de vendre les atouts, vos actifs économiques, et nous, derrière, les multinationales européennes, on va dire occidentales, vont les récupérer, on va exploiter les ressources locales, on va vous accabler de dettes, et pour pouvoir rembourser ces dettes dont vous avez besoin pour reconstruire vos pays, eh bien, vous allez nous vendre vos ressources naturelles, vous allez vous vendre vos entreprises. La Russie a résisté. À partir du moment où elle a résisté, eh bien, elle était calomniée, traitée de tous les noms. Qu'elle soit le pays le plus démocratique du monde ou le moins démocratique, ça sera la même enseigne pour les atlantistes qui veulent faire tomber la Russie pour la simple et bonne raison qu'elle résiste aujourd'hui à l'avancée atlantiste, à cette idée où elle serait juste un pays qui fournirait des ressources humaines, des ressources naturelles qui seraient exploitées par d'autres pays et qui feraient leur marge sur le dos des Russes. C'est ce que Poutine a compris. Alors, avant d'aller justement vous parler des pays qui sont tenus finalement par ce système mondial américain, FMI, Banque mondiale, etc., on va évidemment y venir parce que c'est un peu le cœur du sujet, plus que de rester juste concentré sur la Russie. Finalement, c'est la nouvelle organisation du monde qui est très très intéressante. On a des cartes, je vais vous montrer, c'est vraiment intéressant, on voit le basculement. Mais avant, juste restons un tout petit peu sur ce deux poids, deux mesures de contestation d'un vote démocratique ou pas, puisqu'on parle de vote antidémocratique pour la Russie. Mais arrêtons-nous 2 secondes sur l'Ukraine. Ukraine qui était encore reconnue il y a peu, maintenant on n'a plus le droit de le dire, mais comme le pays le plus corrompu du monde. Je rappelle que l'Ukraine a quand même supprimé 2 élections, les élections législatives et les élections présidentielles qui devaient avoir lieu ce mois-ci, là, au mois de mars. Et elles ont été annulées sur le prétexte de la guerre. Il y a aussi des partis politiques qui ont été tout simplement éjectés de l'Assemblée par Volodymyr Zelensky. Donc,
pourquoi s'intéresser d'ailleurs il y a maintenant 1 an, les Américains avaient, vous pouvez retrouver les articles, quand même demander à l'Ukraine de tenter de mettre ses élections et de respecter la démocratie. Donc il y avait encore un petit peu de dialogue sur cette question-là. Et on voit bien ici qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures sur la critique de la démocratie à la russe et celle de la démocratie à l'ukrainienne, on va dire. Et puis deuxième sujet, parlons un petit peu du Conseil européen ou de l'Europe, puisque Charles Michel s'est fendu d'un tweet un peu ironique vis-à-vis de Vladimir Poutine. D'abord, le Conseil européen n'est pas élu et on peut parler de leur pouvoir, ça c'est une question, avec notamment le référendum de 2005. Et puis, Ursula von der Leyen, on vient d'avoir un sujet là-dessus, qui prend des pouvoirs et des compétences, notamment guerrières, notamment sanitaires, qui ne sont absolument pas les siennes. Et tout ça par SMS, avec des SMS qui disparaissent. Et quand il y a des procédures judiciaires, puisqu'on vient d'en parler, les procédures sont freinées. Donc on entrave à la justice. Donc on voit bien qu'au niveau démocratique, on n'est pas forcément les meilleurs. C'est pour ça que c'est intéressant, encore une fois, de parler de ces deux poids, deux mesures. Si vous voulez réagir à ça avant qu'on parle de la carte du monde, Nicolas Mirkovic. C'est un comble. C'est comme si nous étions les parangons de la démocratie. On organise des référendums en Europe, que ce soit en Grèce, en Irlande, aux Pays-Bas, en France, les exemples sont pléthoriques, où on demande au peuple ce qu'il veut, il vote, et derrière, le gouvernement fait le contraire. Aujourd'hui, on a quand même Emmanuel Macron qui a été élu au premier tour avec 30% des inscrits sur les listes électorales. L'Assemblée nationale, qui a été dominée par le parti d'Emmanuel Macron, est élue avec 13% des inscrits. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent comprennent très bien comment fonctionne le système démocratique aujourd'hui. Ils s'en servent pour prendre le pouvoir, mais nous ne sommes absolument pas en démocratie. Si nous étions en démocratie, eh bien, le peuple aurait le pouvoir de s'exprimer sur des différents éléments de société majeurs. On peut parler du Covid, on peut parler de la guerre en Ukraine. Où est le débat ? Pourquoi est-ce que des personnes qui apportent un son de cloche différent ne sont jamais invitées sur les plateaux des médias dominants ? La démocratie, est-ce que c'est pas d'abord un de ses piliers, c'est pas la liberté d'expression ? Donc, on donne des leçons au reste du monde, alors qu'on ne les respecte pas. Nous avons Julian Assange, qui est un journaliste et qui est peut-être le plus grand lanceur d'alerte de tout le XXe siècle et clairement du XXIe siècle, qui a montré les crimes commis par les atlantistes, par les Américains. C'est un Australien. Il est en prison aujourd'hui, il risque l'extradition vers les États-Unis. Personne ne dit rien. On ne dit rien sur les crimes que nous commettons, on ne dit rien sur les abus contre la démocratie qui sont commis chez nous. Et nous, on va donner des leçons au monde entier. Et les personnes qui donnent ces leçons sont, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, Clémence Soudiakova, sont des personnes qui ne sont pas élues. Donc, si vous voulez, je pense que dans 100 ans, quand on va regarder cette période avec du recul, on va croire qu'on était vraiment dirigé par des fous et que nous-mêmes, nous étions fous. C'est la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. On a des personnes qui sont au-dessus de nous, qui donnent des leçons de démocratie et qui ne sont pas élus démocratiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est juste qui fait particulièrement peur, et c'est quelque chose qui doit nous alerter et de dire, attendez, est-ce qu'on reprend le pouvoir en main, est-ce que le pouvoir il appartient au peuple, ou est-ce qu'on laisse cette caste nous diriger et nous envoyer directement dans le mur, parce que c'est la direction que nous prenons, et on va en parler tout à l'heure, que ce soit au niveau sociétal, économique, moral, spirituel, toutes ces décisions sont mauvaises, se font à notre dépens, et on veut donner des leçons à des personnes qui sont en train de réussir économiquement, qui ont une renaissance spirituelle, qui ont un projet pour leur peuple, qui sont en train de nouveau de travailler, de rééquiper leurs hôpitaux, leurs écoles, qui viennent de loin. Certains, et je ne parle pas que de la Russie, il y a des pays en Afrique, en Amérique du Sud. Nous sommes sur la pente, une pente douce vers la décadence, voire même une pente rapide et accélérée en ce moment, et on donne des leçons. C'est du n'importe quoi, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, c'est pas à prendre à la légère. Alors, Pierre-Emmanuel Thoman, est-ce que vous souhaitez réagir à ça ? Oui, très bonne analyse de Nicolas. Parce que la question du modèle démocratique, comme les normes internationales qui sont toujours soutenues par les pays occidentaux contre l'interprétation du droit international faite par la Russie, évidemment, ça fait partie de cette guerre cognitive, guerre de communication, pour montrer que la Russie, en fait, n'est pas digne d'entrer dans le concert mondial des puissances respectables, mais parce que cela vient de très loin, cela vient d'un complexe de supériorité occidentaliste qui vient depuis, je dirais même plusieurs centaines d'années, avec le schisme entre l'Empire d'Occident et l'Empire romain d'Orient.
il y a déjà cette fracture où il y a toujours un sentiment de supériorité de Rome sur Byzance et ensuite sur la troisième Rome qui fut Moscou. Ça, c'est la géohistoire dans le très long terme. Et ensuite, aujourd'hui, évidemment, les pays occidentaux qui étaient maîtres de cette mondialisation, en fait, derrière cette mondialisation, occidentalisation, c'est principalement une américanisation, parce que c'est l'exportation d'un modèle de démocratie libérale multiculturaliste. Alors quand on parle de démocratie, c'est la post-démocratie aujourd'hui, parce que le système est en danger et essaye de faire taire tous ceux qui critiquent ce système. Donc c'est une bataille systémique sur les modèles. Évidemment, se sentent investis d'une mission supérieure parce qu'ils estiment que c'est une civilisation supérieure, c'est un conflit de civilisation, que la Russie serait un modèle arriéré. Et ce qui leur fait peur, ils sont d'autant plus agressifs que la Russie présente un réel modèle alternatif d'une Europe des nations basée sur la souveraineté et l'ancrage civilisationnel. La Russie se considère comme un État-civilisation. Et donc, cette guerre de communication ne fera que se renforcer à fur et à mesure que ce grand Occident américanisé va se fissurer. Alors voilà, on va arriver à la deuxième partie de cette table ronde. Justement, on va voir les fractures au niveau mondial. Alors je vous propose qu'on regarde ces cartes. C'est des cartes qui ont été faites par le Grand Continent, qui est un média qui a très bien travaillé sur ces questions-là. Alors, on va voir plusieurs cartes. La première, vous voyez une carte mondiale des réactions internationales donc à la réélection de Vladimir Poutine, en voyant en couleur rouge, le soutien, rouge-orange, les félicitations à Vladimir Poutine, et en bleu, justement, ceux qui ont critiqué ces élections. Donc on voit très très bien la carte qui se dessine, hein, avec en fait ce qui est intéressant, c'est que là on le voit au niveau des pays. Donc on voit quand même une carte, évidemment l'Occident, les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe évidemment, qui ont critiqué Vladimir Poutine. Et puis, on voit là l'émergence des BRICS, hein, l'Inde et la Chine, enfin toutes ces nouvelles puissances, l'Iran, évidemment, l'Asie centrale, et puis d'autres pays, la Corée du Nord, les Émirats arabes unis, etc., qui ont apporté leurs félicitations. Alors ça, on le voit au niveau de la carte des pays. Maintenant, je vous propose de voir ça au niveau de la population et du PIB, deuxième carte qui suit. Donc, encore une fois, carte très bien faite, enfin carte plutôt infographie. On voit donc que finalement, ce qui est intéressant là, c'est que la part de la population mondiale, si on divise ça en part de la population mondiale, la Russie a reçu plus de félicitations que de critiques sur son vote. Ça correspond à 51% de la population mondiale, hein, 4,1 milliards de personnes. Si on considère évidemment là, je précise que ce sont les chefs de gouvernement qui ont accordé les félicitations et pas la population une par une. Mais voilà, on considère que chaque pays ayant été élu, eh bien, ça correspond à peu près à la mentalité du pays. En tout cas, c'est intéressant de voir que le pays lui-même et la population est plus important dans les soutiens que dans les critiques envers Vladimir Poutine au niveau mondial. Alors, si on regarde au niveau du PIB, en revanche, là, c'est le PIB est plus important dans les critiques de Vladimir Poutine et de son élection que dans le soutien. Vous voyez, 59,4% pour les pays qui ont critiqué cette élection et 26,6%. Mais c'est intéressant parce que, comme on le disait, ce sont aussi des pays qui sont en train de renaître, qui sont en train de monter en puissance. On va parler évidemment des BRICS. Et donc, on voit bien que tout ça risque on est à un point de bascule et le PIB risquerait rapidement de se renverser. Alors, Nicolas Mirkovic, pour analyser ces deux cartes que je vous ai montrées, est-ce que vous aussi, vous voyez justement ce phénomène de bascule qui est en train de se jouer ? Bien sûr que le monde est en train de basculer parce que cette méthode qui a été mise en place par les États-Unis et par les atlantistes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale arrive à sa fin. Pendant longtemps, quand les États-Unis n'étaient pas contents d'un régime en place parce qu'il ne lui donnait pas accès à ses ressources ou parce qu'il ne donnait pas accès à ses marchés pour importer des produits américains ou des pays atlantistes, les Américains et leurs alliés organisaient des révolutions de couleur, c'est-à-dire qu'ils s'ingéraient dans les affaires de nations souveraines pour renverser le gouvernement. Officiellement, c'était pour la démocratie, les droits de l'homme, ça n'avait rien à voir avec ça, c'était uniquement l'accès au marché. Et quand les pays résistaient et que les méthodes de changement et de l'ingénierie sociale ou des changements organisés par Washington ne fonctionnaient pas, les Américains déclenchaient des guerres.
N'oublions pas que les Américains ont déclenché plus de 500 guerres depuis 1776, 500 interventions étrangères. Ce n'était pas pour la paix ni pour la démocratie, ça se saurait. Aujourd'hui, les pays n'avaient pas avant les moyens, tout le monde avait peur, on ne se rend pas compte au niveau des relations internationales, la peur, la crainte des gouvernements en place, quelle que soit leur couleur politique, d'aller contre une décision des États-Unis. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'avec la Russie a décidé de dire stop. La Russie était au départ un grain de sable dans l'engrenage atlantiste, mondialiste, et aujourd'hui, beaucoup de pays qui subissent le jeu de l'endettement massif, le jeu de la vente de leurs biens, de leur équipement national, de l'obligation de mettre en place des programmes de réingénierie sociale, de nouvelles politiques ou de définition du mariage, des relations hommes-femmes, de destruction de leurs traditions. Beaucoup de pays détestent ça, ne supportent pas ça. Nous, on ne le voit pas, mais je peux vous dire que j'ai la chance de voyager pas mal et je vois beaucoup de pays qui n'acceptent pas ça. Ouais, Ces pays-là n'en peuvent plus et suivent. Et beaucoup de pays, c'est pour ça que les BRICS sont devenus de plus en plus importants. C'est quasiment la moitié de la population mondiale. Et votre graphique est intéressant parce qu'il cite le PIB. On croit en effet que le PIB, qui est un indicateur qu'on suit souvent dans les pays occidentaux, est plus important chez les pays, on va dire, du G7 ou des pays atlantistes. Ça, c'est le PIB nominal. Mais si on prend un PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que alors, je vais faire très très simple. Vous pouvez avoir un PIB très très important, mais si votre maison représente un tiers de votre habitation représente un tiers de votre revenu, eh bien forcément dans un autre pays, s'il représente 20%, eh bien vous avez un pouvoir d'achat qui est peut-être plus élevé ailleurs. Donc vous avez peut-être moins d'argent en soi si on comparait des salaires moyens, mais avec ce salaire vous pouvez peut-être faire plus. Et donc avec le PIB en parité de pouvoir d'achat, eh bien on voit que ces pays du BRICS sont aujourd'hui plus importants que les pays du G7. La Russie, en PIB, en parité de pouvoir d'achat, est la première puissance européenne. Le taux de croissance en 2023, c'est des chiffres de la Banque mondiale et du FMI, donc du coup des institutions où les Américains sont quand même très présents. La croissance corrigée de la zone euro, c'est 0,5%. On la corrige parce qu'on enlève l'inflation. La croissance des États-Unis, c'est 2,5%. La croissance de la Russie, c'est 3,5%, malgré plus de 1400 sanctions, malgré la guerre, malgré tout l'opprobre qui est jeté sur la Russie. Il y a un nouveau monde qui est en train de naître, qui n'est pas un monde idéologique. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que les États-Unis veulent étendre l'American Way of Life, qui était partie de la défense de valeurs chrétiennes, de la défense, on va dire, de la famille. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les Européens qui ont pris la mauvaise décision, Charles de Gaulle l'avait rappelé, le plus grand danger pour lui dans les années 60, c'était l'impérialisme américain. Mais on a cru que les Américains nous défendraient mieux, on a cru qu'on avait des valeurs ensemble. Petit à petit, ces valeurs ont changé, mais non, on a le wokisme, on a le cancel culture. Le modèle américain est un modèle hégémonique. Les Américains veulent imposer, dicter leurs lois, imposer leurs règles. On ne respecte pas les traditions, on ne respecte pas les spécificités des différents peuples, on impose. Le modèle des BRICS est un modèle différent. Si vous regardez les Émirats arabes unis, vous regardez la Russie, vous regardez le Brésil, vous avez des modèles différents, vous avez des religions différentes, vous avez des traditions différentes. Ces pays juste veulent se retrouver sur la défense de leur identité, de leur tradition, pour partager la prospérité, ou pour créer de la prospérité et créer des flux économiques, quel que soit le régime, la tradition locale. Et c'est extrêmement important. Ils ne sont pas en train d'imposer un nouveau style, ils sont en train de construire un différent modèle. Un modèle qui est évidemment, et c'est pour ça que la Russie est décriée, concurrent du modèle américain, avec une banque qui est à part, avec peut-être un jour une monnaie de réserve qui sera différente, avec des échanges qui se passent entre pays des BRICS qui n'utilisent plus le dollar. Le dollar est un des piliers de l'économie de la domination mondiale. Les Américains peuvent imprimer, en tout cas, autant de dollars qu'ils veulent. Ils ont plus de 90 000 milliards de dollars de dette publique et privée. Nous payons ça chaque fois que nous faisons confiance au dollar. Mais maintenant que les Brésiliens et les Russes font des échanges en roubles, ou les Russes et les Indiens en roubles, ou entre Saoudiens, Irakiens et Chinois en yuan, eh bien, le dollar est affaibli. Et c'est pour ça qu'on doit dénoncer tout le temps la Russie, parce que c'est le modèle impérialiste américain qui, à la fin, va tomber. Et pourquoi ? Juste parce que des pays ont décidé de faire autrement. Ils n'ont rien fait d'illégal, ils n'ont rien fait de contraire à la loi internationale, ils veulent juste échanger dans leur propre monnaie, ils veulent juste ne pas passer sous les fourches codines de la surveillance américaine qui, à travers ses outils comme le SWIFT, connaît toutes les transactions mondiales. Enfin, on va dire que c'est un modèle européen basé à Bruxelles, mais enfin, c'est un modèle qui est surveillé par les États-Unis, comme Edward Snowden nous l'a rappelé. Donc, ce genre de modèle fait peur aux États-Unis. Donc, quel que soit le pouvoir en place qui critique ce modèle mondialiste, impérialiste américain, sera vu comme le démon, comme un pays antidémocratique, comme un pays méchant, comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et c'est de la propagande. On ferait mieux juste de prendre du recul et de voir, OK, dans ce monde qui est en train de bouger, et la seule question que nous, Français, devrions nous poser,
C'est quel est notre intérêt à nous? Est-ce qu'on continue de foncer dans le mur? Est-ce qu'on continue de fermer les yeux? Est-ce qu'on continue de suivre les Américains qui sont perdus? On y reviendra peut-être dans quelques instants. Ils sont divisés entre eux. Il y a des États qui menacent de partir. Ils sont ultra endettés. Un taux d'obésité de plus de 40%, un taux de suicide qui remonte. Ils ont Chez pour nous la première aussi. fois depuis longtemps, ces dernières années, la mortalité est en train de baisser. C'est-à-dire que le Oui. niveau de santé global est mauvais. Et nous, on s'accroche vers À une l'inverse de la locomotive. Russie. D'ailleurs, pardon, je fais juste une Ouais, parenthèse, mais non, c'est je vous en vraiment prie. c'est l'introduction du livre d'Emmanuel Todd qui est vraiment très très forte sur ce sujet, où il reprend tous les critères, natalité, justement suicide, Ouais. etc. Et il montre bien qu'alors que la Russie justement monte sur tous ces critères, natalité, espérance de vie, PIB mais recalculé comme vous l'avez fait, etc. Et puis de l'autre côté, on voit nos pays où justement le suicide augmente, en fait, les gens n'ont plus forcément envie de vivre, natalité baisse, etc. On voit bien ici que en fait, ces critères montrent bien un pays, on peut appeler en décadence, en tout cas, l'Occident se porte mal, ça c'est certain. Donc oui, il y a vraiment cette distinction à faire. Peut-être juste un point, et ensuite évidemment, je vais donner la parole également à Pierre-Emmanuel Tomade. Un point sur, quand vous disiez, d'un côté, on a un modèle culturel d'une certaine façon, des valeurs portées, enfin valeurs, c'est voilà, un mot valise encore une fois, mais des valeurs occidentales, hégémoniques américaines notamment. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas forcément un bagage de valeurs qui doit être, qui relie tous ces pays qu'on peut voir là, dont on a vu la couleur orange ou rouge tout à l'heure. En fait, peut-être que si, mais dans le côté, d'ailleurs c'est ce que dit Emmanuel Todd aussi, dans le côté souverain en son pays et reconnaissance de sa propre foi ou de sa propre sacralité, etc. Mais chacun chez soi et pas d'obligation de suivre finalement la culture de l'autre. Reconnaissance Oui, finalement de la culture de chaque pays, la oui. culture forte de chaque pays. Oui, tout à fait, c'est extrêmement important et je pense que beaucoup de pays nous voient vraiment comme des peuples, on va dire des blancs pour être plus simple, en tout cas occidentaux, atlantistes, comme des pays qui imposeront notre culture, Mm. quelle qu'elle soit, qui n'avons aucune considération pour les traditions d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal et c'est la majorité de la planète qui ressent ça. N'oublions pas qu'aujourd'hui, alors, on va dire qu'ils ont une part de responsabilité aussi. Chaque pays doit défendre sa culture et Ouais, nous-mêmes. Mais nos traditions sont bien en sûr. train de changer. Nous-mêmes, Européens, si vous regardez, je pense qu'un Français du début du siècle, s'il est revenu aujourd'hui, qui se baladait dans les rues de Paris, ne reconnaîtrait plus son pays. Mm. À beaucoup d'égards, ce qui n'était pas forcément le cas à part le côté technologique, c'était pas le cas des Français des siècles précédents. Mm. Donc on est en train de changer. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que, en effet, ce progrès social, est-ce que l'avortement dans la Constitution, est-ce que les débats sur la légalisation, la dépénalisation du cannabis, est-ce que l'euthanasie, est-ce que le mariage pour tous, est-ce que tous ces changements importants dans nos valeurs sont des choses que le reste du monde a envie de partager? Mm. Les États-Unis soumettent, je pense que c'était à l'Ouganda en Afrique, l'octroi de subventions ou de prêts si ils introduisent le mariage homosexuel dans leur constitution. Donc, quelle que soit notre opinion sur ce sujet-là, il faut obliger des sociétés à changer leur culture pour pouvoir bénéficier de manne provenant des États-Unis ou de la Banque mondiale ou de ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est extrêmement mal apprécié. Des pays extrêmement pauvres, malheureusement, certains acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils voient l'argent, enfin, ils ont le Mm. choix. On a toujours le choix. Ils peuvent refuser ce qu'a fait l'Ouganda. Mais aujourd'hui, cette réingénierie sociale américaine est extrêmement néfaste. Elle est mauvaise pour nous. On ne voit pas de prospérité, on ne voit pas le bonheur. En effet, les taux de suicide augmentent, l'obésité augmente. Si tout ça était magnifique, eh bien, on verrait une société qui serait heureuse. Et on Mm. pourrait dire, bon, regardez, tous ces changements font que notre société vit mieux, on est plus Mm. heureux, il y a moins on n'a jamais eu autant d'insécurité. On est obligé de mettre des caméras partout. Donc, ce système américain, cette ingénierie sociale, cette dépendance des États-Unis, cet atlantisme qui a gangréné nos élites déjà depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. nous mène dans le mur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des résultats économiques, sociétaux, que le niveau spirituel des Européens était au niveau au plus bas. Et aujourd'hui, il est temps de changer on s'est trompé de cheval. Là. Il faut changer, il faut descendre du train Ouais. tout de suite. Et la question à laquelle on doit poser, c'est quel est notre intérêt? Parce que le but n'est pas forcément de quitter les États-Unis pour se raccrocher derrière quelqu'un d'autre. C'est quel est l'intérêt des Français? Comment on fait pour nous-mêmes connaître ce sursaut que d'autres pays ont et développent aujourd'hui? Il faut rejoindre cette dynamique. Alors, Pierre-Emmanuel Toban. Nous sommes face à un changement de la configuration géopolitique mondiale qui se produit une fois par siècle.
et depuis longtemps dans le monde. Par exemple, rappelons-nous le traité de Westphalie après la guerre de 30 ans en Europe, les invasions napoléoniennes et ensuite le concert des nations, le traité de Versailles et la Première Guerre mondiale, les débouchés de la Deuxième Guerre mondiale avec les Nations Unies et le Conseil de sécurité restreint, la chute de l'URSS et le monde unipolaire. Et aujourd'hui, c'est l'émergence d'un monde, je dirais, multipolaire qui émerge, et donc qui change radicalement l'ordre spatial. Raymond Aron a écrit que tout système international est basé sur l'ordre spatial, c'est-à-dire l'ordre géopolitique, une hiérarchie plus ou moins acceptée entre grandes puissances avec leurs zones d'influence, les frontières, mais évidemment en concurrence. Ces puissances sont en concurrence et donc il y a toujours une évolution. Mais tout traité, je dirais, qui inscrit entre grandes puissances pour maintenir une stabilité temporaire, eh bien, tente d'éviter les conflits. Aujourd'hui, le problème, c'est que les grandes puissances ne sont pas d'accord sur cet ordre spatial. Et ce qui est en train d'émerger, c'est, comme j'ai dit, le monde bimultipolaire, c'est-à-dire deux grands ensembles dans le monde, l'Occident américanisé, c'est-à-dire les États-Unis et leur protectorat de l'OTAN en Europe, plus l'Australie, enfin les pays anglo-saxons dans l'Indo-Pacifique, et Corée du Sud, évidemment, Japon. C'est la carte qu'on a vue d'ailleurs, les couleurs. Voilà. Alors, je dirais la carte est intéressante, mais comme je suis géopolitologue et géographe aussi, je fais aussi des cartes et je pense que l'angle, la projection, il serait plus approprié soit de regarder le globe pour bien comprendre la situation, soit une projection polaire où on voit bien la stratégie des États-Unis qui est dont la géopolitique depuis longtemps, depuis Mackinder, Spikeman, les géopolitiques anglo-saxonnes, de contrôler le continent eurasien, de fragmenter le continent eurasien avec ce qu'on appelle le Rimland européen, de maintenir une hégémonie du côté européen pour que la Russie n'arrive pas à l'océan et viennent défier l'Amérique, et de l'autre côté, le Rimland Indo-Pacifique pour contrer la Chine. Et ce modèle est en train de se fissurer parce que les pays d'Eurasie menés par la Russie et la Chine refusent cette domination occidentale avec Washington au centre et en fait ont une alliance tactique pour sortir l'influence américaine de l'Eurasie et évidemment cherche à établir des partenariats, d'ailleurs, avec les Européens, mais les Européens qui acceptent le modèle classique de puissance d'équilibre, d'Europe des nations. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il y a une fracture entre la Russie et l'Europe, d'ailleurs, l'Union européenne ne représente pas l'Europe. Et d'ailleurs, le président russe, Vladimir Poutine, a souvent annoncé dans ses discours qu'il est contre l'Occident collectif sous domination américaine, évidemment, mais qu'il serait prêt à une négociation avec des pays européens délivrés de l'hégémonie américaine qui résonnent en État souverain pour construire une nouvelle architecture européenne de sécurité européenne et eurasienne, parce que évidemment notre intérêt c'est de pratiquer la politique d'équilibre et ne pas s'enfermer comme périphérie dans ce Rimland, cet espace euro-atlantique exclusif sous domination des États-Unis qui d'ailleurs utilise l'Europe après avoir épuisé le régime de Kiev contre la Russie. Ils veulent mettre les Européens au front contre la Russie et les élites américanisées. Est-ce que les Européens se mettent pas tout seuls au front là? On a l'impression que Emmanuel Macron fait du zèle par rapport à aux Américains. Oui, en quelque sorte, parce qu'ils sont vassalisés dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne raisonnent pas au-delà de positionner le projet européen, l'Union européenne, comme un sous-ensemble de l'OTAN et contre la Russie, ce que j'ai dit, un Rimland, un espace côtier qui empêche une coopération eurasienne, un Paris, Berlin, Moscou. Et ces élites sont décalées par rapport au peuple profond des différents États européens. Les Français, les Allemands, de plus en plus sont opposés à cette politique mortifère et verraient bien d'ailleurs des experts alternatifs, gaulliens, je dirais, qui prônent pour une nouvelle architecture européenne de sécurité sur des bases européennes et eurasiennes, préféreraient un cercle de coopération européen et eurasien pour contrebalancer cette hégémonie américaine et en plus éviter
une domination, un G2 américano-chinois dans lequel États-Unis et Chine négocieraient par-dessus notre tête en dominant non seulement l'Union européenne, mais aussi la Russie. Et donc, notre intérêt, évidemment, c'est un rapprochement avec la Russie, d'essayer de négocier une sortie de crise en Ukraine, qui est le point focal de la stratégie américaine de division de l'Europe. Et nos gouvernements, qui sont minoritaires en fait au point de vue de la légitimité, sont dans une fuite en avant parce qu'ils ont menti. Ils ont menti depuis 2 ans que la Russie perdait, que l'Ukraine gagnait. Et c'est faux sur le terrain, et c'est faux dans la géopolitique mondiale parce que les alliances ont changé. L'ordre spatial a déjà changé depuis l'intervention russe en Syrie, qui a empêché le changement de régime contre Bachar el-Assad. Oui. Ensuite, le retrait des États-Unis de l'Afghanistan, l'intervention russe en Ukraine pour éviter que l'Ukraine entre dans l'OTAN et s'installe comme un État anti-russe avec toutes les bases américaines et les soutiens de l'OTAN pour transformer l'Ukraine en une nation anti-russe. Eh bien, l'OTAN ne pourra plus s'élargir, ne plus être utilisé comme outil d'encerclement de la Russie, mis à part Finlande et Suède qui en fait étaient déjà dans le camp Atlantis, je dirais, occidental. Et donc, c'est un changement de l'ordre spatial, et c'est pour ça que la crise ne fera que s'aggraver, parce que, évidemment qu'il n'y a pas de menace russe, des chars à Berlin ou à Paris, c'est la propagande, c'est n'importe quoi. Par contre, il y a un changement d'ordre spatial défavorable pour ce système euro-atlantiste exclusif dont une minorité profite seulement, et ils ont peur de pouvoir de le partager avec d'autres puissances comme la Russie, la Chine, l'Iran, les BRICS avec l'Afrique du Sud, le Brésil. Voilà ce qui se passe. Eh bien, c'est très clair et on l'a vu également avec les cartes, justement, ce changement de l'ordre mondial. Merci encore beaucoup à vous deux, Nicolas Mirković, Pierre-Emmanuel Thoman. Justement, vous pouvez aller voir les cartes également du blog Eurocontinent. Merci encore. Et Nicolas Mirković, je rappelle, eh bien, l'Amérique Empire, par exemple, édition Temporis. Merci à vous deux. Et tout de suite,